Dans ce cas, on va passer à notre prochain exposé, M. Rey, spécialiste de l'INAS qui travaille maintenant sur Maldinet. Voilà. Merci. Bien, alors j'ai cru comprendre que Maldinet n'est pas forcément connu de tout le monde, même en France. Et je rappellerai la formule qu'a eu quelqu'un qui est encore plus mal connu que lui, Jacques Scott, qui était psychiatre et premier élève de Maldinet après la guerre à Gand, qui avait cette formule à propos de Maldinet: c'est le plus grand des méconnus et le plus méconnu des grands. Voilà. Mon exposé portera sur la plainte mélancolique, telle qu'elle est analysée au début de l'ouvrage Penser l'art et la folie. C'est une conférence qui s'appelait Psychose et présence. Mais il y a à d'autres moments de cet ouvrage et dans d'autres publications des références fréquentes à la plainte mélancolique. Ce qui me permettra d'évoquer quelques concepts majeurs de Maldinet, dans le champ de la psychopathologie, mais aussi dans d'autres champs. Maldinet énonce ceci, je cite: « Il y a du présent parce qu'il y a présence. Il y a du présent parce qu'il y a présence. » L'hypothèse de travail de Maldinet, c'est que le mélancolique, le patient mélancolique, c'est-à-dire la personne qui est en danger de mort parce qu'elle traverse une crise mélancolique. Le mélancolique souffre du présent. Et c'est avec justesse que Maldinet rapproche son analyse de la formule de Hegel, Wesen ist gewesen. Être, c'est avoir été. Et cette formule de Hegel, pour Maldinet, évidemment pas ce que visait Hegel, mais pour Maldinet, rencontre la temporalité mélancolique. Je ferai juste un rappel des analyses phénoménologiques qu'il faut avoir présentes à l'esprit pour analyser la plainte mélancolique. C'est toute la phénoménologie, depuis le premier des phénoménologues, à savoir Saint-Augustin. Je pense convoquer dans mon exposé les ressources de la phénoménologie, mais aussi, avec Maldinet, les ressources de la linguistique et de la grammaire. Tous ces outils seront mobilisés pour analyser la plainte mélancolique à un triple point de vue: sémiologique, psychologique et logique. En fait, le point de vue logique, je n'aurai pas le temps de l'approfondir. Juste un rappel pour mentionner la théorie augustinienne de la distentio animi, la distension de l'esprit ou de l'âme. L'âme, dit saint Augustin, s'étire, s'allonge d'une manière qui rend possible la comparaison entre différents laps de temps. L'exemple que donne saint Augustin au livre 11 des Confessions, c'est la récitation d'un poème. Quand je commence à réciter le poème est sur le mode de l'anticipation. Mais à mesure que je récite, le futur anticipé décroît, tandis que le passé s'accroît aux dépens du futur. Il se produit donc un mouvement allant du futur vers le passé à travers le présent. Et le présent est, à proprement parler, traversé par cette expérience d'un futur qui décroît et d'un passé qui s'accroît. J'emploie ici les termes de saint Augustin. Dans l'histoire longue de la phénoménologie au XXe siècle, d'autres concepts peuvent venir à l'esprit. L'âme est distendue à proportion de son attention qui la rapporte au poème pris comme un tout, tel qu'il est anticipé au commencement de la récitation. La distension, c'est la non-coïncidence des trois modalités de l'action de l'esprit, à savoir attendre, faire attention, se souvenir. Ce sont là les trois dimensions du temps que Husserl va reprendre et qu'il appellera protension, l'avenir, présentation, le présent, et rétention, le passé. C'est à partir de cette phénoménologie du temps que Heidegger va travailler en la radicalisant en 1927 dans un Outside, et que Binswanger, psychiatre, non philosophe, va appliquer, après avoir lu Être et temps,
il va appliquer ces concepts à travers des analyses des troubles de l'humeur. En 1933, l'un de ses premiers livres s'appelle « La fuite maniaque des idées », Ideenflucht. Et en 1960, à la fin de sa vie, il publie « Mélancolie et manie », mais là, il est revenu plus du côté de Husserl que de Heidegger. Quelques mots avant de restituer toute la richesse des analyses de Binswanger et surtout de Maldinet dans le sillage de Binswanger. Je voudrais simplement rappeler l'intérêt que Heidegger portait à la psychiatrie et les travaux communs de celui-ci, donc de Heidegger, avec des psychiatres. Heidegger avait été sollicité en 1959 par Medard Boss, psychiatre à Zurich, pour tenir dans cette ville un séminaire qui vient d'être traduit en français par Caroline Gros, donc le séminaire de Zurich, Zolikoner séminaire en allemand. Medard Boss travaillait avec les concepts de la Daseinsanalyse de Binswanger. Il est l'auteur, entre autres, de réflexions sur la médecine psychosomatique, je n'insiste pas. Le séminaire de Zurich fourmille de références très précises à Husserl et à Binswanger, mais c'est aussi un document où le philosophe Heidegger est soumis aux questions des psychiatres. Il lui faut donc aller assez vite à l'essentiel, sur un ton très proche de l'oral, et je lui emprunte quelques formulations utiles. Je cite Heidegger, « Le temps que j'ai, je l'ai de sorte que j'y suis en m'y attendant », ce qu'on appelle la protension, en lui étant présent, nous appelons la présentation, et en le retenant, nous appelons la rétention. Plus loin, c'est avoir, à savoir s'attendre à, garder présent, retenir, est la teneur temporelle proprement dite du temps. En résumé, 3 choses sont à prendre en considération. Premièrement, le temps est la succession en série de points de maintenant. Deuxièmement, il n'y a pas de temps sans animus, sans psyché, sans sujet. Troisièmement, le temps est déterminé à partir de la présence. Que dit Maldinet du maintenant dans Psychose et présence? Il va chercher le sens du maintenant chez Hegel, donc le premier livre de la phénoménologie de l'esprit, dans un mouvement qui consiste à montrer la méconnaissance du sentir dans la phénoménologie de l'esprit. Un des premiers articles de Maldinet publié s'appelle précisément comme ça, méconnaissance du sentir, qu'il appelle aussi un faux départ. Maldinet parle de l'épreuve du maintenant. Le maintenant, c'est à la fois ce moment-ci, singulier, unique, comme quand on dit, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant que tu ranges ta chambre. Et d'autre part, le maintenant en général. Maldinet va montrer que Hegel méconnaît la dimension propre de ce maintenant-ci, à savoir le présent, la présence, la temporalité de la présence. Hegel assimile le maintenant à un point sur une ligne, une instantanéité ponctuelle. Or, tous les points se ressemblent. Tout instant est l'instant en général. C'est l'instant représenté, ça n'est pas l'instant présent. Cette représentation, Vorstellung, n'est pas la vérité du présent, mais elle n'est pas non plus son rejet. Pourquoi Hegel réduit-il le maintenant à un point? D'abord pour faire de lui l'immédiat, le tout de suite, le maintenant. Mais en même temps, pour Hegel, dire maintenant, c'est dire qu'il n'est pas encore midi, ou qu'il n'est déjà plus temps de. Le maintenant lui-même se conserve bien, mais comme un maintenant tel qu'il est, tel qu'il n'est pas la nuit, tel qu'il n'est pas le jour. C'est une citation de Hegel. Mais qu'est-ce qui se conserve? L'idée du maintenant abstrait. Mais le sujet singulier, le maintenant singulier, ce maintenant-ci, il est toujours, dit Maldinet, unique en son originarité. Et on a parlé de la surenchère de l'originaire tout à l'heure. Rappelez que Ursprung, pour Maldinet, est toujours un rappelé de son origine étymologique, springen, bondir, jaillir. Et c'est ce mot que Maldinet emploie pour désigner l'origine comme un bond primordial, comme un jaillissement. Dire que le présent est originaire,
c'est dire qu'il se distingue radicalement du maintenant hegelien. Il n'est pas permanent comme un maintenant qui se maintiendrait dans la langue, il est perpétuel, c'est-à-dire à chaque fois nouveau. Le maintenant de Hegel se conserve par la parole, par une opération intellectuelle. Le présent, tel qu'en parle Maldinet, est seul réel parce qu'il est toujours nouveau. L'universel maintenant de Hegel, cette abstraction, repose en fait sur l'actualité du présent vivant. Or, comme le dit Maldinet, je cite, « Le procès du temps ne dépend pas de la parole. Jaillissement, Ursprung, l'avènement du présent est celui d'une présence, Preisens, vous trouvez toujours ça chez Maldinet, le présent ou la présence, c'est être à l'avant de soi plus avant, comme il le dit souvent. Donc, il ne définit pas la présence par le présent, mais le contraire, le présent par la présence. Que Husserl l'appelait extase, que Heidegger appelle extase. L'extase du présent est le schème sous-jacent du temps. Or, comme dit Maldinet, la perpétuité du temps repose sur le surgissement du présent. Les rétentions sont soutenues par le jaillissement du présent sur lequel elles s'appuient. À partir du jaillissement du présent, il y a bien temporalisation, mais il n'y a pas conservation. La rétention est certes bien conservation, mais le présent tel qu'il est conçu par Maldinet ne se conserve pas. Ce qui se conserve, c'est toujours du passé. C'est pour ça qu'il évoque, dans ce contexte, la phrase de Hegel que je citais à l'instant, Wesen ist gewesen, être, c'est avoir été, être passé. Et il ne parlait pas du présent quand il disait Wesen ist gewesen. Il disait que l'existence, c'est toujours du déjà fait, ce qui est une formule mélancolique qu'on trouvait dans nos bandes dessinées de jeunesse. Damned, je suis fait. Je suis fait, je ne peux plus rien pour moi. C'est mélancolique, on ne peut plus rien pour moi, je ne peux plus rien pour moi. Quel est le présent du mélancolique? Comment le mélancolique vit l'extase de son présent? Eh bien, il le vit par sa plainte. Déjà, Binswanger, en 1960, énonçait, je cite, « Protension, rétention, présentation ne sont pas à considérer comme des éléments isolés dans la structure de l'objectivité temporelle, ils ne sont pas dissociables. » Et l'exemple donné par Binswanger et utilisé, réutilisé, réanalysé par Maldinet est le cas d'une malade que Binswanger a connue quand il avait l'âge de 10 ans, parce que c'était une patiente de son père, et la famille Binswanger vivait avec les patients dans la clinique. Et donc en 1960, il se remémore la figure gémissante de cette femme, Cécile Munch, qui avait perdu son mari en 1891 dans un terrible accident de chemin de fer dont elle était sortie indemne, mais où son mari avait perdu la vie et son mari avait changé de place sur l'instigation de Cécile Munch avec l'ami de la famille qui voyageait avec eux. Le mari est mort, en quelque sorte, à la place de l'ami de la famille. Je dis en quelque sorte. Alors, Cécile Munch, c'est son nom, développa une haine implacable envers cet ami, en même temps, c'est là qu'elle est mélancolique, qu'elle s'accusait d'être à l'initiative de ce voyage tragique. Binswanger nous dit qu'il faut atteindre la malade dans la structure intentionnelle de sa temporalité. Il ne faut pas partir de l'événement pur, la mort du mari, ni de la figure gémissante de Cécile Munch, mais du cœur de la plainte, du cœur de sa véritable objectivité temporelle, à savoir l'auto-reproche permanent d'être coupable par son initiative de ce malheur. Le patient mélancolique qui se plaint, dit à son tour Maldinet, là aussi je prends le commentaire de Maldinet, fait par Maldinet de Binswanger, il dit ceci, le sujet énonce ce de quoi il se plaint, tel qu'il le dit, c'est ce qu'il appelle le constatif, voilà les faits. Il dénonce
l'objet de sa plainte, il accuse, il reproche, là c'est un énoncé performatif, et enfin il s'annonce lui-même, il se présente lui-même comme celui à qui ces reproches s'adressent. C'est de l'ordre du prescriptif. Et il se présente, il s'annonce aux autres par sa parole. Je parle de Cécile Munch, mais ceci est valable pour toute personnalité mélancolique en temps ordinaire et à plus forte raison en temps de crise. La parole du mélancolique est une doléance, c'est sa fonction expressive. Je cite Maldinet, « Dans l'interminable ennui de la plainte, la variation monotone de son contenu montre que le mélancolique est en quête perpétuelle de nouvel objet, à l'image de ce qu'il a perdu. » Freud le disait déjà dans Deuil et mélancolie, le mélancolique substitue une perte d'objet après une autre perte d'objet. Il a toujours perdu quelque chose, au point qu'il ne sait pas exactement ce qu'il a perdu, mais il a toujours perdu. La plainte, et c'est là qu'on est chez Maldinet, est une phrase. Les mots y suivent une mise en forme syntaxique. Mais en même temps qu'il y a une mise en forme syntaxique, Maldinet dit qu'il faut l'entendre comme un cri. C'est l'articulation de la plainte qui la rapproche du cri. Quand elle est stabilisée dans une forme ultime, la plainte, celle-là même à laquelle elle aboutit toujours, eh bien, nous sommes dans le ressassement circulaire de la mélancolie. Reprenant plus en détail l'analyse de la plainte de Cécile Munch, Maldinet insiste sur... Alors, la phrase c'est « Si je n'avais pas proposé ce voyage, virgule, alors je n'en serais plus là. Je n'en serais pas là. » Et Maldinet essaie de montrer que dans la proposition « si je », etc., qu'on appelle la proposition antécédente ou conditionnelle, eh bien le « je » n'est pas le même que dans la proposition conséquente, finale, « alors je n'en serai pas là ». Le « là » n'en serait pas là, je n'en serai pas là. Le « là » referme la patiente. Le « là » referme tous les possibles de son être au monde. Pour Cécile Munch, être au monde, être là, signifie être enfermé dans la situation présente. La plainte est le seul acte de parole qui lui reste. Elle partage cet acte de parole avec tous les autres patients mélancoliques, bien sûr. La plainte est banale et stéréotypée. Maldinet dit uniforme, et donc impersonnelle. Maldinet met à contribution un linguiste suisse qui est encore plus méconnu que lui, c'est à dire Gustave Guillaume, qui n'est pas un linguiste de l'école de Saussure, donc nous ne sommes pas dans le structuralisme des années 60. Gustave Guillaume disait « Comment interpréter la phrase « je n'en serais pas arrivé là » et l'expression « en arriver à » pour Gustave Guillaume signifie très précisément « arriver sans être parti ». Pour la clarté de l'exposé, Maldinet prend un autre exemple. Je prends la phrase suivante. Ouvrez les guillemets. « À vouloir tout fonder, Descartes en arrive à douter qu'il existe. » Je reprends. « À vouloir tout fonder, Descartes en arrive à douter qu'il existe. » Le « en » de « en arrive » ne commande aucune succession temporelle où il y aurait d'abord vouloir fonder et ensuite douter. Il y a redondance. Le temps commence après qu'il existe. Et Maldinet propose de distinguer cette phrase de cette autre, je cite, « De doute en doute, Descartes en arrive à se demander s'il existe. » On progresse de doute en doute, on progresse de phrase en phrase, selon un avant et un après, dans un temps objectif universel. Dans la phrase « à vouloir tout fonder », on passe d'un temps impliqué, avec présence de la personne, à un temps expliqué, objectif et sans personne. Le temps appliqué, c'est le temps vécu. Le temps expliqué, c'est le temps où je distingue passé, présent, avenir. C'est bien pourquoi on emploie l'infinitif d'ailleurs. Dans l'infinitif, il n'y a pas de passage du temps, ni futur, ni passé.
Ce petit mot « en » renvoie aussi bien au « je » de la proposition hypothétique, si je n'avais pas proposé ce voyage, mais il renvoie aussi au « là » de celui qui énonce la plainte. Le « là » où s'enfonce le mélancolique est le « là » d'un être subi. Le mélancolique subit l'être. C'est ce qui lui échoit, ce qui lui arrive, s'échoue là, selon un jeu de mots entre échouer et échouage et échec. Nietzsche l'avait dit, Klagen ist anklagen, se plaindre, c'est porter plainte. On voit bien dans le cadre de la plainte paranoïaque, on porte plainte contre autrui, tout autre. Mais qu'en est-il de la plainte mélancolique? Contre qui porte la plainte? Eh bien, contre elle-même. C'est ce qu'on appelle un auto-reproche, mais aussi contre une puissance étrangère qu'elle n'accuse pas vraiment, puisqu'elle est elle-même l'objet de sa plainte. Il y a dans la plainte comme une puissance destinale. Mais ce destin a la forme de l'universalité vide. Ici, Maldinet cite Hegel et conclut, je cite, « La circularité de la plainte exprime rigoureusement la structure temporelle de l'existence mélancolique. » Mais Maldinet va encore plus loin. Il propose de retrouver la structure qui s'étend sous le système sémiologique de la plainte, lisible dans les formes grammaticales employées, et particulièrement dans les temps des verbes. Je vais faire comme à l'école. Si je n'avais pas proposé, vous allez me dire que c'est un plus que parfait. Vous avez raison. Je n'en serais pas là. Ah yes, c'est un conditionnel. Vous avez raison. On appelle ça aussi, en grammaire, un futur hypothétique. Le futur hypothétique serait, ah yes, est à distinguer du futur catégorique. Serait, on n'a pas le futur en français. Le futur catégorique, c'est celui qui clôt le présent. Je pourrais passer à autre chose quand ce sera fini. C'est une forme aussi catégorique que je peux le faire puisque j'ai fini. Je passe à autre chose. Si on substitue maintenant le conditionnel futur hypothétique au futur catégorique, c'est qu'on refuse de clore le présent. On refuse de passer à autre chose. On s'enracine dans un présent qu'on refuse de quitter. Présent qui devient donc à jamais non terminé. C'est un présent extensif, pour reprendre les termes de Gustave Guillaume. Un présent extensif, non clos, signifiant, sans en faire la séparation, le présent et le futur. On dit bien extension et non pas expansion. On dit bien étendu, on ne dit pas devenir. Le patient en est là pour l'éternité, en quelque sorte. Éternité qui est la persévérance du présent en lui-même. En outre, une plainte s'énonce souvent avec la conséquence « Ah, si seulement je n'avais pas », qui invite à une rétrospection sur un possible qui n'a pas eu lieu. Maldinet cite, parce qu'à l'époque où il écrit cet article, la première fois où il a fait cette analyse, c'est dans les années 60, et il y avait un vieux film d'Alain Resnais qui s'appelait L'année dernière à Marienbad, qui est devenu un classique, dans lequel un homme et une femme qui se voient pour la première fois passent leur temps à se demander ce qui leur serait arrivé s'ils s'étaient rencontrés autrefois. Destin non vécu, ou pour parler comme une guerre, protension vide. Revenons encore une fois, dernière fois, à la phrase de la plainte. Si je n'avais pas, puisque parfait, est symétrique de je n'en serais pas, futur hypothétique. Le plus que parfait est au parfait, ce que le conditionnel est au futur. On distingue le parfait défini, je fis, et là aussi le passé simple, du parfait indéfini, j'ai fait, passé composé. Quand on dit si je n'avais pas décidé, cet avoir décidé est ce qu'on appelle un passé transcendant. Il revient à dire, si je ne me trouvais pas maintenant dans l'état d'avoir décidé, la patiente énonce qu'elle est toujours dans le présent du moment où elle a décidé. Mais c'est un présent qui signifie qu'entre ce passé et ce présent, il n'y a rien qu'un temps vide. Pourtant,
La patiente évoque bien une décision qui a changé le cours de son histoire, à savoir, elle a proposé le changement de place. Et même, elle a proposé elle-même l'excursion. Toute décision part d'un moment de crise où l'on est, comme dit Maldinet, mis en demeure d'être soi ou de n'être pas. L'instant de la décision n'est ni incident futur, ni décadent passé. Il est extatique, et ce, en tant qu'il inaugure. Que se passe-t-il quand Cécile Munch dit « si je n'avais pas décidé » Elle veut dire « si je n'avais pas décidé une fois ». Mais ce « une fois » extatique est devenu, évidemment, une fois pour toutes. Elle est, dit Maldinet, passée de la protension de l'être à la, c'est un jeu de mots, détention de l'être. Il nous arrive à tous de mettre en cause, parfois avec regret, une décision que nous avons prise dans le passé. C'est ce qu'on appelle un regret. Mais dans le cas du mélancolique, le présent n'est plus le nouveau, il est l'identique. Le présent mélancolique ne connaît pas le devenir. Le présent et l'événement du passé tendent à se confondre. Il n'y a plus que des rétentions. Chaque présent qui se présente comme nouveau est déjà né comme vieux, retenu d'avance, déjà accompli, et comme le dit très bien Maldinet, l'accompli se verse dans l'accompli. Où nous mènent ces analyses grammaticales et linguistiques? À mon avis, elles nous amènent à comprendre la structure de la cellule d'isolement que s'est édifiée la personne mélancolique. À l'intérieur de cette cellule, elle s'interpelle elle-même. D'une part, la plainte est un appel à soi, il retombe sur soi, comme elle le dit, moi et moi seul. D'autre part, le sujet s'interpelle, et là aussi jeu de mots, il s'interpelle comme la police interpelle quelqu'un. Elle l'arrête, la personne s'arrête, se met aux arrêts. On pense évidemment à Kafka. Le sujet ne sort pas de soi, ne quitte jamais la tautologie moi égale moi, et Maldinet va jusqu'à écrire « il est paradoxalement aliéné de soi dans une conscience autistique », je cite, « ne pouvant se tenir en avant de lui-même », je rappelle que c'est la définition même de la présence pour Maldinet, « ne pouvant se tenir en avant de lui-même, en existant, il se pose devant lui-même comme sa propre faute. Et de ce fait, le ressentir pathique inaugural vire en ressentiment. » Je dis pathique au sens très précis qu'il a chez Maldinet et Erwin-Strauss comme étant la base affective de l'existence qui est assez proche de ce que Henri appelle pathétique. Ce ressentiment exprime l'esprit de vengeance contre le temps, comme envers soi-même, contre ce qui fut et que le malade ne peut faire sien. Enfin, pour être complet, il faudrait analyser la structure logique de la phrase, si, alors, formule hypothético-déductive, mais j'abrège cette partie. Si ce sont bien les mêmes mots que ceux de la logique, ce n'est pas la même structure logique. Il ne s'agit pas d'implication, il s'agit de fatalité. Maldinet renvoie au destin grec, à la Moïra, je cite, « Un jour le mélancolique décida, aussitôt tout est accompli, le destin engloutit la liberté. » Le destin, c'est aussi pour les Grecs et pour Maldinet la nécessité, ananké. En invoquant, le mélancolique en appelle à ce qui excède toute présence, à commencer par la sienne. Il en appelle à l'absent. Dans la plainte, absent et présent coïncident. Poursuivi par les Érénies, créatures de l'esprit de vengeance, du ressentiment, le patient commence, comme Cécile Munch, par en vouloir à un autre, l'ami, à la place duquel le mari est mort, pour finalement retourner contre soi-même l'agressivité. Cette phénoménologie de la mélancolie a le mérite d'utiliser des ressources que l'on trouve rarement chez d'autres auteurs, ce qui fait l'originalité, peut-être aussi la difficulté de Maldinet, la grammaire, la linguistique, la logique, etc. Mais elle aboutit chez Maldinet aussi, et Maldinet en cela rejoint les psychologues, mais aussi les philosophes, elle aboutit à mettre en évidence ce que vous avez
évoqué tout à l'heure, le rien, où échoue l'existence mélancolique et que dénonce sa plainte. Ces rappels de la pluridisciplinarité du philosophe Henri Maldinet, l'esthétique, la linguistique, la psychiatrie, sont nécessaires pour comprendre par la négative son concept, un de ses concepts fondamentaux, qui est le concept de transpassibilité. La personne mélancolique ne peut pas se laisser surprendre. La surprise est un thème essentiel chez Maldinet, c'est une des dimensions de l'existant. Surprise que l'on éprouve devant un tableau, devant un paysage, devant une personne, un visage, etc. De même que la personne mélancolique ne peut pas véritablement rencontrer, autre grand thème de Maldinet, rencontrer et se laisser rencontrer par autrui. La rencontre est, la tuquée, la rencontre est l'autre dimension de l'être avec, comme la mise en présence, comme par exemple dans la mise en présence d'une œuvre d'art. Quand on dit que le mélancolique vit un présent impossible, c'est tout cela que cette expression recouvre. Littéralement, le malade n'en peut plus, comme il le dit, dans la mesure où le présent perpétuel est déconnecté de la présence qui sous-tend ce présent. Cela va bien plus loin que la recherche d'une cause dans un trauma initial. En effet, on pourrait dire, bah oui, tout son malheur a commencé le jour où, comme elle le dit, où il a entrepris ce voyage. On trouverait là une causalité. Eh bien non, le passé n'a pas valeur d'explication, sinon pour contextualiser l'histoire individuelle de la vie du patient. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-moi en quelques mots. Bon, voilà. Mais tout le travail reste à faire après, évidemment. La recherche d'une voie d'accès au présent authentique est à la fois le travail propre de Maldinet, qui nous intéresse aujourd'hui, et l'effort, mais ça ne s'adresse pas à nous, que tout thérapeute devrait entreprendre pour rencontrer le patient et l'aider à s'ouvrir à son propre avenir. Ça, c'est pas à nous de le faire. Voilà. Merci beaucoup pour votre exposé. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question triviale. J'ai écouté l'analyse de la mélancolie qui est cohérente, qui est bien foutue, qui est impressionnante. Et je me suis demandé, est-ce que tout ce que dit Maldinet, cette analyse de la mélancolie, ça ne rejoint pas le redoutable secoutoir des amis à la personne qui est trop longtemps malheureuse à propos d'une perte? Bien qu'il y a des moments où, quand tu continues à dire que tu es malheureux d'avoir perdu un proche, ou d'avoir échoué quelque part, ou d'avoir raté ton amour, il y a un moment où l'entourage agacé te dit secoue-toi. Et je me demandais si dans cette analyse qui dit que ce présent du mélancolique est mauvais parce qu'il n'est pas connecté sur la présence, s'il est connecté sur la présence, il va rejoindre la futurition, l'extase de l'être en avant de soi. Est-ce que tout ça, ça ne rejoint pas cette morale comme quoi on doit toujours être dans la positivité du devenir, de l'existence comme devenir, et qu'il n'y ait pas une dénégation contestable de la valeur qu'il y a dans ce persister dans le malheur? Alors, dans le mélancolique, alors je vais répondre de manière triviale. Je vais essayer de répondre de manière triviale. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que le secoutoir mélancolique, ça ne fonctionne pas. Alors que ce soit le secoutoir de l'entourage qui n'en peut plus, parce que la plainte mélancolique, je suis le pire des salauds, etc. Mais non, enfin, je vais essayer de lui dire, mais non, t'es un salaud ordinaire, comme moi, comme les autres. Non, ça ne marche pas non plus. Alors après, évidemment, c'est la science qui prend le relais, la science, enfin, si on peut appeler ça, des techniques psychiatriques, y compris avec des chocs, par exemple, l'électrochoc est parfois utilisé en clinique pour les mélancolies. Donc, oui, la trivialité de la plainte renvoie à la trivialité et au dénuement de l'entourage par rapport à ce moment de la plainte. Ce qu'on peut dire, c'est que la plupart du temps, ça fait partie des troubles de l'humeur, donc c'est cyclique. Donc il y a un moment où ça s'arrête aussi, okay, où la personne peut reprendre une vie à peu près normale. Donc, je pense que si tu veux, sur un plan par exemple qui intéresserait Lévinas,
la figure mélancolique par excellence dans la Bible, c'est Job. Hein, donc c'est celui qui essaye effectivement de demander pourquoi il en est là. Pourquoi j'en suis là? Pourtant, oui, j'ai fait tout ce qu'il fallait et pourtant j'en suis là. Hein. Et ce que les autres lui disent, mais arrête de te plaindre. Il n'est pas vraiment mélancolique, Job, mais c'est un peu du même ordre. Moi, je crois que, si je peux tenter de te répondre, c'est que cet exposé ne rejoint pas le secoutoir, justement, parce qu'il analyse la grammaire du sujet. Et comme il analyse la grammaire, il restitue quelque chose. C'est le contraire du secoutoir, je crois. Avant de dire secoutoir, la personne a écouté la grammaire. Voilà. Okay. Souvent, il n'a pas écouté la grammaire. Quand il dit secoutoir, la personne qui dit à quelqu'un secoutoir, il n'a pas écouté sa grammaire. Non, mais vous avez raison. On est d'accord? Ça fait une différence importante. Oui. Si je peux ajouter une petite chose pour compléter, enfin essayer de compléter. Le problème, c'est pas un déficit d'activité, parce que quand tu dis secoue-toi, etc., ça bouge-toi. Oui. Alors que ce que pointe Malvidé, c'est plutôt un déficit d'affectabilité. Hein, et le concept de transpassibilité, et qui est le concept clé effectivement de sa psychopathologie, il ouvre là-dessus, c'est-à-dire ce dont souffre le mélancolique, ce qu'il a fermé en quelque sorte, ce qu'il a clos, c'est la possibilité d'être affecté. Donc la question, vous dites que ça ne nous regarde pas, mais enfin ça nous intéresse quand même, c'est quelle thérapie possible effectivement, puisque la question c'est pas de réintégrer enfin dans une action sur le monde ou dans un contact avec le réel, mais c'est médié par l'action, mais c'est de restituer en quelque sorte cette transpassibilité. Elle est dans des structures que je connais comme ça, oui. À la fois de l'ordre de la surprise et de la rencontre. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on ménage dans ces institutions le plus possible de rencontres de personnel ou d'autres patients différents, de manière à créer ce qu'on appelle parfois des transferts dissociés, telle personne à telle personne. Rencontrer telle personne qui proposera telle activité à laquelle jusqu'à présent le patient se refuse. Et là, quelque chose se passe de l'ordre de la rencontre. Donc c'est les ressorts thérapeutiques, mais j'en parle bien en aise, mais là les ressorts thérapeutiques sont ceux-là même qui fonctionnent chez Malvidé, à savoir la surprise et la rencontre. Mais ça se ménage, hein, parce qu'un mélancolique lancé dans les rues de Paris, il ne rencontre personne. Hein, dans le métro, on ne rencontre personne. Mais lorsque dans une structure, il faut que ce soit une structure qui ait pensé justement toutes ces choses-là, il faut rendre possible ces rencontres. Parce que si on rencontre toujours les mêmes, eh bien, les autres se lassent et la personne ne rencontre que du même. C'est quand elle rencontre autre chose que le même que quelque chose peut se produire. Vous avez une question? Oui. Est-ce que, justement, du point de vue thérapeutique, ce que j'entendais, c'est du coup, là, dans cette perspective de Malvidé, il y a peu ou pas de langage. Est-ce que c'est bien ça que ça veut dire? Oui. C'est-à-dire que vraiment, on est dans une perspective thérapeutique quand il s'agit de restituer la possibilité d'être affecté, mais ça passe pas par le langage. Parce que je pensais à d'autres choses, par rapport à comment ça se passe, quoi. Je pensais par exemple à Roustan et à sa mise à distance de la psychanalyse forte, et qui chez lui passe par l'idée, alors avec des choses sur l'hypnose C'est toute la différence entre Malvidé et Lacan, par exemple, porte sur le langage. Voilà. Différent de Malvidé par rapport à Lacan. Et aujourd'hui, par rapport à Freud, parce que
et il a pris ses distances aussi avec Freud, porte sur justement le signifiant, la logique du signifiant et son langage. Donc, il prétend travailler sur une couche antérieure au prédicatif, qu'il appelle le pathique, qui est précisément ça communique et ça agit en dessous du niveau langagier. Ça, toute chose égale par ailleurs, ça ressemblerait d'ailleurs du coup, de ce point de vue-là, c'est comme chez Rostand. Oui. Sauf que le modèle de Rostand derrière, c'est plutôt quelque chose qui ressemble presque à des échelles. Oui, oui, oui. Est-ce que l'idée, c'est de couvrir la crise d'une certaine manière, la crise existentielle, de réexposer le moment crise? Parce que proposer des rencontres, bon, évidemment, c'est pas je vous présente quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Enfin, oui, non. Il faut qu'il y ait cette dimension de crise. Alors, la crise, effectivement, comme dit toujours Maldinet, c'est, au sens grec, c'est être soi ou être rien. C'est-à-dire être soi ou rester mélancolique. Donc la question, effectivement, c'est de mettre le sujet en situation de faire un choix, dans une situation précisément critique, qui n'est pas forcément une situation de danger. Quel est le texte que vous avez commenté? Le texte que vous avez commenté? Alors, le texte que j'ai commenté s'appelle Psychose et présence. C'est un article des années 80, 90 peut-être, je ne sais plus, recueilli dans Penser l'homme et la folie, qui est le principal livre de Maldinet, qui regroupe quelques-unes de ses études en psychopathologie, chez Jérôme Milon. Oui. 76. 76 déjà? Ah oui, c'est plus vieux que je pensais. C'est le volume qui date des années 90, je crois. Oui, c'est le volume qui date des années 90, oui, d'accord. Et c'est le volume qu'il faut lire si on est paresseux et qu'on lira un seul volume? Regard, parole, espace. Absolument. Le premier livre à lire, c'est Regard, parole, espace, qui est son premier recueil. Et notamment dans Regard, parole, espace, il y a le faux départ, la phénoménologie de l'esprit, l'article de Maldinet sur la certitude sensible. Et il y a un article fondamental aussi sur Erwin Strauss et le pathique. Voilà. Je commence par ça. Merci pour votre exposé. J'ai une petite question oui. par rapport aux analyses de la conscience intime, de la temporalité chez Husserl, oui. En comparant avec les analyses de Husserl. Est-ce que vous pensez que la singularité de Maldinet dans ce texte que vous avez commenté récite dans les analyses linguistiques, en particulier l'exemple de le maintenant signifie à la fois le singulier et l'universel, et le mouvement dynamique entre le singulier et l'universel. C'est-à-dire que ce niveau linguistique, à mon avis, n'est pas présent dans les analyses de la conscience intime de la temporalité chez Husserl, mais oui. Husserl a une autre analyse sur le langage dans l'origine de la géométrie, par exemple. C'est ça. Et donc, est-ce que vous pensez que Maldinet a fondé les analyses de la conscience intime de la temporalité de Husserl sur la base des expériences mélancoliques et aussi des expériences linguistiques, plus concrètement? Je pense qu'il est fidèle en gros aux leçons sur la conscience intime du temps, mais je pense qu'il y rajoute une couche supplémentaire qu'il appelle, que Gustave Guillaume appelle le temps impliqué, qui est une modalité de la durée, on dira, pour aller vite, qui n'intéresse pas Husserl. Husserl s'intéresse il y a la protension et la rétention, et puis il y a la tension qui est derrière cette façon d'expliquer le temps. Ce qui compte, c'est précisément la tension, c'est-à-dire l'activité dynamique du sujet.
qu'il reste des questions?